go. And they're going to stop it. They're going to stop it as Perret saves to the canvas. Perret goes down from sheer exhaustion. Look at him there. As his handlers get his mouthpiece out. Dr. Schiff is coming over to look at him. Perret has collapsed from exhaustion from that beating. La boxe a toujours vécu dans deux mondes. À l'intérieur du ring, c'est l'habileté, la discipline et une brutalité contrôlée. Un lieu où la violence devient un art et où deux combattants acceptent de se rencontrer dans un espace régi par des règles. En dehors du ring, c'est tout autre chose. Le rugissement de la foule s'éteint, les lumières s'éteignent. Et les mêmes instincts qui transforment les hommes en champions peuvent déborder dans le monde quotidien, où il n'y a pas de règles, pas d'arbitre et pas de seconde chance. C'est l'histoire de ce qui se passe quand le combat ne s'arrête pas à la cloche. C'est l'histoire des ombres les plus obsédantes du ring. Edwin Valero était plus qu'un boxeur. C'était un phénomène. Un homme dont l'identité entière tournait autour de la violence, de la vitesse et de la destruction. Au Venezuela, il était célébré comme un symbole national, un guerrier qui incarnait l'esprit combatif du pays. Mais en dehors des projecteurs, Valero se désintégrait à une vitesse que personne autour de lui n'était prêt à affronter. Son histoire est celle d'un boxeur piégé par la même agressivité qu'il avait autrefois rendu héroïque. Valero a gravi les échelons professionnels avec une brutalité rarement vue dans la boxe moderne. 27 combats, 27 KO. Un ratio de KO de 100% qu'il a transformé en mythe avant même qu'il n'atteigne son apogée. La presse vénézuélienne l'appelait Dinamita, d'autres l'appelaient El Inca. Pour ses fans, il était plus qu'un combattant. Il était un symbole de fierté nationale, surtout quand il a tatoué le drapeau vénézuélien et le visage du président Hugo Chavez sur sa poitrine. Chaque coup qu'il portait avait un poids politique. Chaque victoire était transformée en célébration patriotique. Mais sous l'image se cachait un problème neurologique qui avait été dissimulé au monde. Des années avant son ascension professionnelle, Valero a été victime d'un grave accident de moto. Il s'est écrasé la tête la première, subissant une lésion cérébrale qui aurait dû mettre fin à sa carrière avant qu'elle ne commence. Les médecins ont découvert une hémorragie cérébrale. Sa licence a été suspendue. La plupart des combattants se seraient arrêtés. Valero, non. Il a trouvé des moyens de revenir et ses proches ont célébré ce retour sans considérer ce que ce traumatisme signifiait. L'impact avait affaibli l'organe même responsable du contrôle des impulsions et de l'agression. Combiné à son style de vie, les résultats furent catastrophiques. Au fur et à mesure qu'il devenait célèbre, Valero se noyait dans la cocaïne et l'alcool. Son addiction a atteint un point où il ne pouvait plus fonctionner sans elle. Amis et entraîneurs ont remarqué un comportement maniaque, de la paranoïa, des sautes d'humeur soudaines et des épisodes de colère explosive. Il menaçait des médecins, se battait avec des inconnus et vivait dans un état d'agitation constant. Son épouse, Jennifer Vieira, est devenue la témoin silencieuse du côté le plus sombre du champion. Elle est apparue à l'hôpital plusieurs fois avec des côtes cassées, des poumons perforés, des ecchymoses et une peur profonde dans les yeux. Chaque fois, Valero niait toute implication. Chaque fois, les autorités hésitaient à affronter une icône nationale. Le système l'a laissé faire. Les juges le protégeaient, le gouvernement le louait, les fans le défendaient. Et la violence a grandi. Le 18 avril 2010, tout a atteint son point de rupture dans une chambre d'hôtel à Valencia. Jennifer a été retrouvée morte, poignardée. Quelques heures plus tard, Valero s'est rendu à la réception et a dit au personnel « Je l'ai tué ». Il ne se cachait pas, il ne fuyait pas. Il s'effondrait si complètement que l'aveu ressemblait à une libération finale. La police l'a arrêté. Et pour la première fois, le mythe s'est effondré. Les gros titres sont passés de la gloire à la tragédie. Dans sa cellule de prison, Valero a passé la nuit à faire les 100 pas, à crier, à pleurer et à sombrer davantage dans le chaos psychologique. Au matin, il était mort. Il s'était pendu avec son propre pantalon à une barre de ventilation. Les gardes l'ont trouvé avec de faibles signes de vie, mais il était trop tard. Sa mort a forcé le Venezuela à affronter la vérité qu'il avait ignorée. Valero n'était pas un héros détruit par la gloire.
C'était un homme brisé, modelé par les traumatismes et alimenté par une culture qui vénérait sa violence tout en ignorant sa souffrance. Son histoire est l'exemple le plus clair de ce qui arrive lorsque la société élève l'agression sans exiger de responsabilité. Sur le ring, il était inarrêtable. En dehors, il était un homme en guerre contre son propre esprit. Boxeur 2. Carlos Monzon, l'idole qui se croyait intouchable. Carlos Monzon n'est pas devenu célèbre par le chaos. Il a accédé à la célébrité par la discipline, le calcul et une froide précision. Né dans la pauvreté dans les bidonvilles de Santa Fe, en Argentine, Monzon a appris très tôt que la survie exigeait de la dureté. La boxe est devenue sa voie de sortie et il l'a empruntée avec un niveau de concentration qui frôlait l'obsession. Dans les années 1970, il était le champion du monde incontesté des poids moyens, un héros national et un symbole de la fierté argentine. Mais derrière cette image héroïque se cachait un homme dont le sentiment d'impunité était devenu dangereux. Monzon croyait qu'il pouvait tout faire et pendant des années, la société a confirmé cette croyance. La police ignorait les plaintes pour violences domestiques, les juges rejetaient les accusations, les fans applaudissaient son arrogance, le gouvernement le traitait comme un roi. Des décennies avant que le terme n'existe, Monzon était l'exemple parfait de l'immunité des célébrités. Ses relations étaient empreintes de violence. Il battait régulièrement ses partenaires. Sa première femme lui a tiré dessus lors d'une de ses crises. Il était connu pour son tempérament explosif, sa forte consommation d'alcool et sa conviction qu'aucune femme ne pouvait le défier. Dans son monde, il était l'autorité suprême. Cette mentalité a atteint son paroxysme tragique en 1988. Monzon s'est rendu dans la ville balnéaire de Mar del Plata avec sa partenaire séparée, la mannequin uruguayenne Alicia Muniz. Leur relation s'était déjà détériorée en un conflit constant, alimenté par la jalousie et le besoin de contrôle de Monzon. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, les disputes ont dégénéré dans une maison louée. Des voisins ont entendu des cris, des objets se briser et Muniz pleurer. Puis, tout est devenu silencieux. Quelques instants plus tard, le corps de Muniz a été retrouvé sous le balcon, gisant brisé dans la cour. Monzon était également tombée, se blessant au bras, et a immédiatement affirmé qu'elle avait glissé. Son récit a changé plusieurs fois au cours de la première heure. Il a dit qu'ils s'étaient battus et étaient tombés ensemble, il a dit qu'elle avait sauté, il a dit qu'il avait essayé de la sauver. Mais l'autopsie a révélé la vérité. Alicia avait été étranglée avant la chute. Les marques autour de son cou montraient une pression prolongée, indiquant qu'elle avait perdu connaissance avant de passer par-dessus le balcon. Ce n'était pas un accident, c'était un homicide. Pour la première fois de sa vie, Monzon n'a pas pu échapper aux conséquences. Son procès en 1989 est devenu un spectacle national. Les fans pleuraient devant le palais de justice. Les journalistes envahissaient le bâtiment. Monzon est entré avec la même posture arrogante qu'il avait sur le ring. Il ne montrait aucun remords. Il parlait comme s'il était la victime. Il insistait sur le fait que le monde le méconnaissait. Le tribunal n'était pas d'accord. Monzon a été condamné à 11 ans de prison. Pour la première fois, l'Argentine a été contrainte d'affronter la vérité sur son idole. Ce n'était pas un héros qui avait commis une erreur, c'était un homme violent protégé trop longtemps par une société qui célébrait son succès plus qu'elle ne protégeait les femmes autour de lui. En prison, Monzon a utilisé sa célébrité à son avantage. Il a bénéficié de privilèges et de traitements spéciaux. Il est resté populaire. Il a obtenu des permissions régulières pour bonne conduite. Et lors d'une de ces permissions, son histoire a pris fin brusquement. Le 8 janvier 1995, alors qu'il rentrait à la prison après une permission de week-end, Monzon a perdu le contrôle de sa voiture. Des témoins ont signalé une vitesse excessive. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux et s'est écrasé violemment, le tuant sur le coup. Le monde l'a pleuré comme un champion déchu. Mais derrière la nostalgie se cachait une vérité inconfortable. Carlos Monzon était un boxeur dont la grandeur sur le ring avait permis à la société d'excuser sa violence en dehors de celui-ci. Son histoire rappelle que le talent n'efface pas la responsabilité et la célébrité n'absout pas la culpabilité. Boxeur 3, James Butler, l'ami devenu tueur. La vie de James Butler est une étude de la volatilité.
Dans le monde de la boxe, il était connu sous le nom de The Harlem Hammer, le marteau de Harlem, un combattant à la puissance explosive et à la réputation féroce. Mais derrière les gants se cachait un homme aux prises avec une maladie mentale, une instabilité émotionnelle et une profonde insécurité. Sa carrière n'a jamais atteint les sommets qu'on attendait de lui, et chaque déception est devenue une nouvelle blessure qu'il ne pouvait pas guérir. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu en novembre 2001. Après avoir perdu un combat contre Richard Grant, Butler s'est dirigé vers son adversaire les bras ouverts, semblant prêt à l'embrasser dans un geste de fair-play. Au lieu de cela, il a porté un coup de poing à main nue à la mâchoire de Grant, la brisant instantanément. La foule a halté. Les commentateurs étaient stupéfaits. Grant s'est effondré dans l'agonie. Butler a été arrêté pour agression sur le champ. Ce fut l'un des moments les plus choquants de la boxe moderne et un signal d'alarme clair qu'il était en train de se désagréger psychologiquement. Malgré la controverse, certains amis et professionnels ont essayé de l'aider. Parmi eux se trouvait Sam Kellerman, un jeune écrivain, un talent comique et le frère de l'analyste de boxe Max Kellerman. Sam a ouvert les portes de son appartement d'Hollywood à Butler lorsque le boxeur était en difficulté financière et émotionnelle. Leur amitié était sincère, fondée sur une ambition partagée et un soutien mutuel. Mais à mesure que l'instabilité mentale de Butler s'aggravait, la tension montait dans l'appartement. En 2004, Butler avait été diagnostiqué bipolaire. Sa carrière stagnait. Il se sentait piégé et impuissant. Selon les procureurs, Sam lui a finalement demandé de partir. C'était une simple demande, mais pour Butler, cela ressemblait à une trahison. Le 12 octobre 2004, une dispute a éclaté. Alimenté par la paranoïa, la frustration et l'effondrement émotionnel, Butler a craqué. Il a saisi un marteau et a attaqué Sam avec une force catastrophique. Les coups étaient brutaux, alimentés par la rage et la confusion. Lorsque l'attaque a cessé, Sam Kellerman était mort. Butler a tenté de cacher le crime en déplaçant le corps, en le recouvrant d'une couverture et en incendiant l'appartement. 5 jours plus tard, les pompiers ont découvert le corps et les enquêteurs ont immédiatement soupçonné un acte criminel. Butler a finalement été arrêté à l'UCLA Medical Center, où il s'était enregistré pour obtenir une aide psychiatrique. Le contraste entre le meurtre brutal et son état mental fragile est devenu l'un des éléments déterminants de l'affaire. Les procureurs ont soutenu que le meurtre était intentionnel. D'autres pensaient que c'était le résultat tragique d'une maladie mentale non traitée et d'un effondrement émotionnel. En 2006, Butler a plaidé coupable d'homicide involontaire et d'incendie criminel. Il a été condamné à 29 ans et 4 mois de prison. Sa carrière, ses amitiés et son avenir ont disparu en un instant. La tragédie de James Butler n'est pas seulement d'avoir tué un ami, mais que tant de signaux d'alarme aient été ignorés. Son coup de poing sournois d'après-combat, son instabilité émotionnelle, son trouble bipolaire non traité. Les pressions du monde de la boxe, le manque de système de soutien et la stigmatisation autour de la maladie mentale ont tous contribué à une situation qui a dégénéré. Au fond, l'histoire de Butler concerne le danger des blessures psychologiques non traitées. Le Harlem Hammer était connu pour la force de ses coups. Au final, le coup le plus puissant qu'il ait jamais porté a détruit non pas un adversaire, mais la personne qui a essayé de l'aider. Boxeur 4, Esteban de Jesus, le champion détruit par la dépendance. Esteban de Jesus était un boxeur d'un talent extraordinaire, un homme dont l'habileté et la technique le plaçaient parmi les plus grands poids légers de son époque. Il fut le premier combattant à vaincre le légendaire Roberto Duran, un moment qui a immédiatement cimenté sa place dans l'histoire du sport. Mais tandis que le monde admirait sa précision, sa vitesse et son brio sur le ring, peu comprenaient la lutte interne qui allait finalement détruire sa vie. De l'extérieur, De Jesus semblait être un athlète discipliné. Mais en coulisses, il était piégé par une dépendance croissante à la cocaïne, à l'héroïne et au style de vie festif qui consumait une grande partie du monde sportif dans les années 1970 et 80. À mesure que sa célébrité augmentait, sa dépendance aux drogues augmentait également. Ce qui avait commencé comme une consommation récréative a dégénéré en une nécessité quotidienne. Son entraînement en a souffert, son jugement s'est érodé, ses relations se sont effondrées. À la fin des années 1970, son addiction n'était plus un secret.
Les entraîneurs remarquaient qu'il arrivait en retard à la salle de sport, sautait complètement des séances ou arrivait visiblement sous l'influence de drogue. Des amis ont tenté d'intervenir, sa famille l'a supplié. Mais De Jesus, comme de nombreux toxicomanes, croyait qu'il contrôlait la situation. Ce n'était pas le cas. Le point de rupture est survenu pendant le week-end de Thanksgiving en 1980. Dans une rue de San Juan, Porto Rico, De Jesus a été impliqué dans une dispute de circulation avec un ouvrier du bâtiment de 18 ans nommé Roberto Cintron González. Des témoins ont déclaré plus tard que De Jesus semblait agité, en colère et peut-être sous l'influence de drogue. La dispute a rapidement dégénéré. Dans un moment d'impulsion alimenté par la drogue, De Jesus a sorti un pistolet de calibre 25 et a tiré sur González à la tête. Le jeune homme est décédé 3 jours plus tard. De Jesus a été arrêté peu après. Dans la salle d'interrogatoire, il a affirmé ne se souvenir de rien. Il a insisté sur le fait qu'il avait eu un trou noir complet. Des médecins et des experts ont expliqué plus tard que la consommation importante de cocaïne et d'héroïne peut provoquer de graves lacunes de mémoire et une dissociation, laissant l'utilisateur fonctionner à l'instinct plutôt que par prise de décision consciente. Mais la loi n'avait pas de place pour les excuses. De Jesus a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie. Sa carrière a pris fin instantanément. Sa renommée s'est évaporée. Son héritage s'est effondré. Amis et fans étaient choqués, incapables de comprendre comment un homme si talentueux pouvait tomber si bas. Pourtant, ce qui s'est passé ensuite a révélé la couche la plus profonde de son histoire. En prison, dépouillé de sa célébrité et entouré de conséquences auxquelles il ne pouvait plus échapper, De Jesus a changé, complètement. Il est devenu un chrétien born again. Il a consacré ses journées à l'étude spirituelle et a aidé d'autres détenus à se libérer de la dépendance. Il a prêché sur les dangers de la drogue, utilisant sa propre chute comme leçon. Même Roberto Durán, son ancien rival, lui a rendu visite en prison et lui a exprimé son pardon, l'appelant son frère. Mais les années de dépendance avaient laissé des séquelles permanentes sur son corps. En 1985, son frère Henrique est mort du sida. Peu après, De Jesus a appris qu'il était également séropositif. Les deux frères avaient partagé des aiguilles pendant leurs années de toxicomanie. Alors que sa santé déclinait, le gouverneur de Porto Rico lui a accordé la clémence afin qu'il puisse passer ses derniers jours avec sa famille. Esteban De Jesus est décédé en 1989 à seulement 38 ans. Autrefois un champion fort et brillant, il pesait moins de 120 livres au moment de sa mort. Sa chute reste l'une des plus tragiques de l'histoire de la boxe. Non pas parce qu'il a perdu un combat, mais parce que l'addiction lui a tout pris avant même qu'il ne réalise qu'il était en train de perdre. Boxeur 5, Emile Griffith, l'homme qui a tué dans une arène légale. L'histoire d'Emile Griffith est différente des autres dans ce documentaire. Son meurtre n'a pas eu lieu dans une maison, dans une rue ou dans un moment de rage incontrôlable. Boxeur 7, Emile Griffith, l'homme qui a tué dans une arène légale. Il s'est produit sous des lumières vives, devant les caméras, dans l'environnement le plus réglementé du sport, le ring de boxe. Et pourtant, le poids émotionnel et culturel de ce qui s'est passé cette nuit-là en 1962 a résonné bien au-delà des cordes. Griffith était un champion des poids welters talentueux, connu pour son élégance sur le ring et sa personnalité réservée en dehors. Mais il portait un secret qui pouvait détruire des carrières à son époque. Griffith était un homme gay en secret, vivant au début des années 1960, une époque où l'homosexualité était stigmatisée, criminalisée et utilisée comme arme. Il vivait dans la peur d'être découvert, naviguant constamment dans une société qui exigeait qu'il cache qui il était. Son rival, Benny the Kid Paret, le savait. Avant leur troisième combat au Madison Square Garden, les deux hommes se sont affrontés lors de la pesée. Les tensions étaient déjà vives après que Paret eut insulté Griffith lors de rencontres précédentes. Mais cette fois, Paret a dépassé les bornes. Il a touché l'arrière-train de Griffith, l'a moqué avec des gestes sexuellement suggestifs et l'a traité de « maricon », une insulte espagnole signifiant « pédé ». L'humiliation était publique, brutale et profondément personnelle. Pour Griffith, l'insulte a rouvert des blessures qu'il avait passé toute une vie à cacher. Lorsque le combat a commencé, la tension était palpable.
Les deux hommes se sont battus agressivement, mais Griffiths portait une charge émotionnelle plus profonde. Round après round, le combat est devenu plus violent. Au 12e round, quelque chose a craqué à l'intérieur de Griffiths. Il a acculé Parey contre les cordes et a déchaîné une rafale de coups de poing qui allait devenir l'une des séquences les plus tristement célèbres de l'histoire de la boxe. L'arbitre a tenté d'intervenir, mais il était trop tard. Griffiths a asséné plus de 20 coups de poing sans réponse, des uppercuts rapides et d'une force dévastatrice. Parey pendait aux cordes, inconscient mais absorbant toujours les coups. Son corps s'affaissait en une forme rappelant un crucifix. La foule s'est tue. Les commentateurs ont supplié d'arrêter le combat. Lorsque l'arbitre est finalement intervenu, les dégâts étaient irréversibles. Benny Parey est tombé dans le coma et est décédé 10 jours plus tard. Griffith a gagné le combat, mais la victoire a détruit une partie de lui. Les journalistes ont remis en question ses motivations. Les critiques ont qualifié l'agression d'excessive. Griffith a fait face à un examen public non seulement pour la mort, mais pour l'accusation que la haine personnelle avait alimenté la rafale fatale. En coulisses, la culpabilité l'écrasait. Griffith a passé des années hanté par la mort de Parey. Il se réveillait souvent de cauchemars où il voyait Parey suspendu aux cordes, impuissant. Il a lutté avec son identité, la honte et la peur du jugement. Lorsqu'il a révélé plus tard sa bisexualité, il a expliqué comment le monde lui avait pardonné d'avoir tué un homme, mais ne lui avait jamais pardonné d'en aimer un. Son histoire a suscité des discussions nationales sur la violence dans la boxe, la responsabilité des arbitres et le rôle de l'homophobie dans le sport. Elle a également révélé une vérité douloureuse. Le ring est peut-être une arène légale pour la violence, mais les émotions qui y sont véhiculées sont profondément humaines et parfois dévastatrices. Emile Griffith a vécu le reste de sa vie en portant le poids de ce qui s'était passé. Mais il est également devenu un symbole de résilience, d'identité et d'honnêteté dans un monde qu'il avait autrefois forcé à se cacher. Son héritage reste complexe, tragique et profondément humain. Lorsque nous examinons les vies d'Edwin Valero, Carlos Monzon, James Butler, Esteban de Jésus et Emile Griffith, une vérité inconfortable émerge. La violence que nous célébrons sur le ring n'est pas si facilement contenue en dehors de celui-ci. La société demande aux combattants de devenir des armes contrôlées, d'abandonner la peur, d'embrasser l'agression, de combattre la douleur et de faire taire la voix qui leur dit d'arrêter. Mais lorsque les lumières s'éteignent et que les gants tombent, ces instincts ne disparaissent pas toujours. Pour certains, ils persistent. Pour d'autres, ils prennent le dessus. Chaque homme de ce documentaire portait un lourd fardeau bien avant que la tragédie ne frappe. Valero portait des lésions neurologiques et le chaos de la dépendance. Monzon portait la misogynie, le sentiment d'impunité et des décennies de violence incontrôlée. Butler portait une maladie mentale non traitée et une vie d'instabilité émotionnelle. De Jesus portait le poids de la dépendance qui a détruit tout ce qu'il aimait. Et Emile Griffith portait des secrets, de la honte et les blessures d'un monde qui refusait d'accepter qui il était. Ils étaient champions, victimes, agresseurs, icônes et exemples à ne pas suivre, tout cela à la fois. Et bien que leurs histoires s'étendent sur différents continents, générations et circonstances, un fil les relie tous. Les conséquences à long terme d'un sport qui exige d'un homme qu'il s'endurcisse contre tout ce qui est humain. La boxe enseigne le contrôle, mais elle enseigne aussi le détachement. Elle construit la discipline, mais normalise l'agression. Elle exige du courage, mais glorifie les blessures. Et nulle part dans cette équation, il n'y a de place pour aborder le traumatisme, la santé mentale ou l'effondrement émotionnel. Le public aime le spectacle, les chaos, les retours, la mythologie de l'invincibilité. Mais derrière chaque coup porté en victoire se trouve un coup absorbé en silence. Un coup qui pourrait résonner des années plus tard, dans une chambre d'hôtel sombre, une dispute violente, une rechute, une crise psychotique, ou un moment fatal où toute la pression finit par céder. Ces 5 histoires nous rappellent que les combattants ne sont pas faits de pierre. Ce ne sont pas des machines construites pour notre divertissement. Ce sont des êtres humains façonnés par la douleur, la peur, les attentes et les environnements qui exigent la perfection tout en offrant peu de soutien.
Les tragédies que nous avons examinées aujourd'hui n'ont pas commencé avec les crimes eux-mêmes. Elles ont commencé par la négligence médicale, émotionnelle, sociale et juridique. Elles ont commencé avec le mythe culturel selon lequel un combattant doit être incassable. Et elles ont continué, parce que la société est bien plus à l'aise pour célébrer la violence sur le ring que pour affronter les dommages qu'elle laisse derrière elle. Si quelque chose doit changer, le monde de la boxe doit apprendre à prendre soin de ses combattants bien après la fin des applaudissements. Scanners cérébraux, soutien en santé mentale, traitement de la dépendance, véritable responsabilisation. Et une culture qui considère les combattants comme des personnes avant tout, des athlètes ensuite. Mais jusque-là, ces histoires se dressent comme un miroir, un reflet saisissant de ce qui se passe lorsque les compétences qui créent des champions deviennent les forces qui détruisent des vies. La cloche peut cesser de sonner dans l'arène, mais pour certains combattants, elle ne cesse jamais de résonner dans leur esprit. Et c'est le véritable prix de ce sport.